face à cette situation donc, qui est absolument délétère et mortifère au niveau de l'Europe dans sa totalité, et avec en plus là, le Brexit donc, qui est en cours. Le thème du forum de ce soir, c'était aussi de savoir comment, à partir des luttes, parce qu'il y a énormément de luttes en France et ailleurs sur cette question des migrants, et justement de revenir à des principes de solidarité, à des principes tout simplement humains. Qu'est-ce qu'il y a là qui se passe, et quels espoirs, aussi ténus soit-il, quelle solution, en tout cas amorce de solution il y aurait pour que cette tendance s'inverse et pour qu'il n'y ait plus cette fermeture et un accueil de toute façon qui ne peut être et qui n'est depuis tout temps qu'une richesse supplémentaire à apporter à tous nos pays, quoi. Moi, je suis à la fois pessimiste sur le court terme et plutôt optimiste sur le long terme. Pourquoi pessimiste sur le court terme ? Parce que je crois que le continent européen est un continent vieillissant. Le continent européen a 5 siècles d'histoire, l'Occident, et sa domination, sa civilisation. Encore bien réel. Tous ces mots-là mériteraient d'être discutés. Et il était une part importante de la population mondiale, de mémoire un tiers de la population mondiale, au 19e siècle encore. Aujourd'hui, on en est 500 millions, 700 millions si on prend tout le continent européen, 500 millions dans l'Union européenne, 700 millions sur le continent européen, sur une planète de 7 milliards d'habitants. Et ce nombre va continuer de diminuer puisque la plupart des pays de l'Union européenne ont une démographie négative. Et que s'il n'y avait pas les migrants, ils perdraient encore plus de population. C'est le challenge de l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne est aujourd'hui le 2e pays du monde en termes d'accueil des migrants après les États-Unis ? Ils ont ce besoin. C'est parce qu'ils ont un besoin, mais c'est même pas un besoin économique, c'est un besoin vital pour la situation du pays. Ils ont une pyramide des âges qui est complètement en forme inversée. Tout à fait. La population active est très faible par rapport à la jeunesse et encore plus par rapport à la vieillesse. Donc ils ont un besoin vital de recevoir des migrants. D'accueillir. Alors il n'y a pas que ça, je pense, dans la situation de 2015, il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a toute l'histoire allemande qui pèse et qui a fait que... Alors ça, c'est du pessimisme ou de l'optimisme ? Non, mais je pense qu'à cause de cette histoire, de ce continent vieillissant, là, tout le monde est en train de se replier sur soi-même, cette perte d'identité, on a peur de l'autre parce qu'on ne va plus être en situation de dominant. Enfin, je le fais de façon un peu caricaturelle. Non, mais c'est ce qui se passe aux États-Unis, on le voit avec l'exemple récent de Charlottesville. Mais bien sûr, mais en même temps, la situation est irréversible aux États-Unis comme ailleurs. On sait très bien, il y a les hispaniques et les gens qui parlent espagnol aux États-Unis sont de plus en plus nombreux et quand on va dans les États du Sud, il y a de plus en plus de plaques qui sont en anglais et en espagnol. Et ça, donc, c'est votre optimisme ? Oui, et y compris par rapport aux jeunes générations. Parce que je crois que les jeunes générations sont bien plus ouvertes sur le monde que les anciennes générations. Quand vous dites, y compris alors je dis pas qu'il n'y a pas de jeunes qui fricotent avec l'extrême droite, qui sont racistes et xénophobes, mais je pense que très naturellement, ils ont été habitués à vivre avec d'autres valeurs. Ils ont été habitués à vivre en se déplaçant déjà d'un État européen à l'autre. Et ils sont habitués, notamment les jeunes Français, à vivre dans les banlieues. Vous me disiez tout à l'heure que vous travaillez beaucoup sur les quartiers populaires. Ils sont habitués à vivre dans des quartiers dans lesquels il y a des gens qui viennent de X nations. Où il y a du mélange duquel on s'enrichit. Et voilà, ils se sentent très bien. Si personne vient leur alimenter les haines, ça se passe bien. Et je pense que l'évolution du monde, elle va vers ça. Du moins, c'est mon optimisme et c'est ma façon de faire de la politique, parce que je pense que si on fait de la politique, c'est pour aller de l'avant, des choses positives et constructives. Voilà. Et l'intérêt de débattre de ces questions ici, c'est ça. C'est parce qu'il y a des militants qui ont envie de se battre et qui ont envie d'un autre monde. Et donc, on est concrètement, à l'université d'Attaque qui sont des intermondialistes par nature, je dirais. Tout à fait. Et concrètement, et notamment au sein du Parlement européen où vous siégez, les perspectives et le travail qui est fait en la matière, pour vous, ça débouche là sur
quoi concrètement pour essayer d'inverser cette tendance européenne à l'enfermement? À court terme, elle n'est pas bonne. À court terme, on voit très bien que le rapport de force entre le Conseil et le Parlement européen n'est pas bien. Peut-être ce qu'il faut expliquer, c'est que pour qu'une loi soit votée au niveau européen, une directive ou un règlement sur ces questions-là, il faut qu'il y ait un accord entre le Conseil et le Parlement européen. Oui. C'est la Commission européenne qui propose les textes et après, le Parlement européen prend position, le Conseil prend position. On est dans un rapport de force aujourd'hui entre le Parlement européen et le Conseil qui fait que le Conseil est de plus en plus récalcitrant à voter des choses progressistes sur ces questions-là. Ça fait longtemps ça, y compris en matière de droit du travail, de droits sociaux, à tous les niveaux. Oui et non, parce qu'il y a quand même des choses qui avançaient pas aussi vite que beaucoup de progressistes l'auraient voulu, mais néanmoins, avec un espèce d'équilibre. On parle beaucoup de Dublin. Oui. Du fameux règlement de Dublin. Et on ne voit que les dispositions négatives. Mais dans le règlement de Dublin, il y avait aussi des choses positives, notamment sur la question des mineurs isolés, sur la question du droit d'asile. Mais nos gouvernements ne mettent en œuvre que ce qu'ils veulent. Et ils ne mettent en œuvre que les dispositions négatives. Alors, je reviens sur l'histoire de ce qu'on appelle les Dublinés, l'obligation de renvoyer sur le premier pays entrant dans l'Union européenne. Nos États, et notamment la France est championne en la matière, pour renvoyer systématiquement ou quasiment systématiquement vers le premier pays entrant. Italie, beaucoup. Allemagne, de plus en plus, puisqu'il y a des déboutés du droit d'asile en Allemagne qui essayent de venir en France. Mais dans Dublin, il n'y a aucune obligation de renvoyer. C'est l'État qui décide. C'est le gouvernement national qui décide. Et ils sont en train d'essayer de renforcer les dispositions dans un sens négatif où il y ait plus d'obligations. Et une des choses qui me terrifie, sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, c'est un dispositif qu'ils appellent Smart Border. Smart Border, ça veut dire frontière intelligente. Tout un programme, n'est-ce pas? Ils seront surveillés par des drones, donc. Voilà, ça veut dire mettre les technologies au service. Oui. C'est surveillé par des drones. C'est pas surveillé par des drones, non. C'est le fichage systématique de tous ceux qui rentrent dans l'Union européenne. Je dis bien tous ceux, puisque la question m'a été posée. Qu'est-ce que ça change par rapport à aujourd'hui? Les migrants sont déjà fichés. Oui, mais les migrants, et notamment les demandeurs d'asile. Oui. Là, c'est tous ceux qui rentrent dans l'Union européenne. Y compris les étudiants. Y compris les étudiants, quel que soit le motif, on arrive à la frontière de l'Union européenne, on a besoin d'un visa ou on n'a pas besoin d'un visa, peu importe, on est fiché avec ces empreintes digitales. On enregistre, c'est la législation qui est en cours d'adoption. On enregistre la date d'entrée, le motif d'entrée, la durée théorique de séjour. Et quand la durée théorique de séjour est terminée, il y a une alerte automatique. C'est ça, les frontières intelligentes. Et qui va permettre d'alerter sur la fin. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui arrivent avec un visa étudiant et restent en France, ils arrivent avec un visa pour raison de santé, ou ils arrivent pour un visa de court séjour, et puis comme ils sont pas sûrs de pouvoir revenir, eh bien, ils restent et ils cherchent à avoir une autre possibilité. Oui. Ils sont déboutés du droit d'asile. Et ils sont quelquefois inexpulsables parce qu'on n'en est pas encore à renvoyer vers des pays en guerre, encore qu'on commence à pratiquer le retour vers l'Afghanistan. Donc, ça c'est fait, et donc, on pourra repérer systématiquement tous ceux qui sont en situation irrégulière pour pouvoir améliorer les politiques de retour. Je dis ça de façon cynique, bien évidemment. Non, mais c'est un avenir à la Big Brothers et qui se généralisera de toute façon, puisqu'avec un tel système, à un moment ou à un autre, ce ne sont pas seulement les migrants qui seront touchés, mais également, finalement, tout le monde. Tout le monde. On a même un dispositif là qui s'appelle l'autorisation de voyage pour ceux qui n'ont pas d'obligation de visa.
Donc ça a été expérimenté au Canada, aux États-Unis, en Australie. Donc on va faire pareil en Europe maintenant. Donc les non titulaires de visa, il faudra aussi qu'ils aient une autorisation. On se demande quelle est la différence avec un visa, d'autant plus que les critères qui sont à remplir sont plus importants que pour ceux qui demandent des visas et qui viennent de nous ajouter, le Parlement européen est en train de se battre contre ça en ce moment, les questions sanitaires. D'accord. Là, ça va vraiment très 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 loin sur là, c'est hallucinant, la liberté et l'intimité. Et avec la coopération avec les polices des frontières, des États dont les gens sont ressortissants. D'accord. Donc ça veut dire quoi? On va coopérer avec le gouvernement soudanais, érythréen. C'est ce qui s'est pratiqué déjà avec le Sénégal ou avec d'autres pays, il me semble. Voilà, tout à fait. Mais bon, c'est peut-être pas la panacée au Sénégal, mais ça n'a quand même rien à voir avec ce qui se passe en Érythrée et au Soudan. C'est clair. Donc voilà, et tout ça parce que l'identité européenne serait mise à mal par ces ressortissants qui nous viennent du Sud. Dont elles on a sont besoin. Où les valeurs européennes là? Et de surcroît dont on a besoin. Donc quand même, pour terminer sur une note positive, vous parlez d'une note positive. Qu'est-ce qui nous reste là par rapport à cette question de l'immigration et de toutes les atrocités qui sont à l'heure actuelle finalement imposées à toutes ces personnes? Moi, ce qui me fait du bien et ce qui me rend optimiste aussi, c'est les réactions citoyennes. C'est ce qu'on a vu avec le témoignage des citoyens solidaires de la vallée de la Roya, mais c'est aussi ce qu'on a vu au moment du démantèlement de Calais, quand le Front National a essayé d'instrumentaliser la question, puisqu'on n'était pas très loin des élections, en essayant d'empêcher les centres d'ouvrir. À chaque fois, les citoyens se sont mobilisés en nombre plus important que les militants d'extrême droite. Donc ça, moi, ça me rend optimiste et je pense qu'il faut développer les convergences. C'était un des sujets et c'est un des sujets de cette université d'été. Je crois qu'il y a un vrai travail à faire sur la convergence des luttes sur ces questions. Trop souvent, on est sur des trucs un peu trop étroit, quoi. Chacun a sa façon. Le débat le plus récurrent en la matière, c'est la différence entre migrants et réfugiés. Je dis, les réfugiés, c'est des migrants qui ont des droits particuliers parce qu'ils subissent des persécutions. Mais c'est des migrants quand même. Donc on ne sépare pas les uns des autres, d'autant plus qu'un débouté du droit d'asile, c'est un petit peu au bonheur la chance quand on sait ce qui se passe dans les préfectures, notamment en France. Les taux d'accord sont catastrophiques en France. Je crois qu'il faut effectivement faire converger les luttes entre les associations en France et entre les associations à l'échelle européenne. En Europe. Ouais. Et en France, donc, j'en citerai que quelques-unes pour conclure cet entretien. Je vous remercie beaucoup. C'est donc la CIMAD en France qui agit énormément justement pour l'accueil et la défense des migrants qui arrivent sur notre sol. Il y a également le GISTI qui est un groupe un peu plus d'experts au niveau juridique et qui justement épluche toutes ces lois successives qui ont de plus en plus fermé la France et l'Europe en général, mais également le COMED qui est un groupe aussi qui travaille beaucoup sur l'accès des migrants à leurs droits et notamment en matière sociale et sanitaire. Oui, puis il y en a d'autres. On peut parler d'Human Rights Watch, d'Amnesty International, de la Ligue des droits de l'homme, de la Fédération internationale des droits de l'homme, de Médecins sans frontières, de ce qui se passe autour de SOS Méditerranée et d'autres. Il y a énormément d'associations et il faut qu'elles travaillent plus ensemble pour mobiliser l'opinion publique parce que je pense qu'on peut faire bouger les lignes. Et elles font un gros travail, mais c'est un travail de convergence à faire, je crois. Et elles ont besoin de soutien aussi bien humain que financier. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.